bien? Alors, bienvenue à tous pour cette réunion donc, du programme Achat circulaire et solidaire. Réunion qui a pour objectif des retours d'expérience, de partager des retours d'expérience et des solutions du secteur de l'ESS sur le sujet de l'informatique et de la téléphonie. Pendant cette réunion, donc, nous allons avoir l'opportunité d'échanger avec Malika Kessous de la Direction des achats de l'État. Cet échange, donc cette présentation sera suivie d'un temps d'échange. Nous aurons ensuite la présentation de porteurs de solutions IT. Et puis enfin, un échange avec Thomas Eveillot de la mairie de Champigny-sur-Marne, avec là aussi la possibilité pour vous de poser des questions-réponses. Je vous invite à indiquer vos questions dans l'espace chat qui vous est réservé. Alors, sans plus attendre, je vous propose d'écouter Malika Kessous. Malika? Malika, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. J'ai tout réactivé. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Merci beaucoup. Alors, Malika, donc, vous êtes chef du bureau achat responsable au département de la modernisation des achats à la direction de la DAE. Merci beaucoup pour votre présence avec nous ce matin et de ce partage de vos expériences. Alors, peut-être pour démarrer, on connaît peut-être pas tous la DAE, la direction des achats de l'État. Quelle est exactement sa mission et qui peut bénéficier de ces marchés? Oui, merci Nathalie. Bonjour à tous et merci au programme pour cette invitation. La direction des achats de l'État, en 2 mots très rapidement, puisque vous pourrez trouver toutes les informations sur le site. C'est une direction interministérielle qui a été créée en 2015, mais à la suite du service des achats de l'État, qui lui-même a été créé en 2009, pour définir, porter, piloter, mettre en œuvre la politique des achats de l'État autour de 5 axes de performance achat, puisque c'est la performance achat qui est recherchée, le gain achat, l'accès des PME, des TPE à la commande publique, les achats d'innovation, et puis 2 axes consacrés aux achats responsables, avec un axe sur la qualité environnementale des achats et un axe sur la qualité sociale. Cela signifie que la DAE définit les orientations qui s'appliquent à l'ensemble des ministères en administration centrale et services déconcentrés et établissements publics de l'État, ainsi qu'aux établissements publics, qu'elle met en œuvre ces orientations. Et pour ce qui concerne les achats responsables, il s'agit de définir les considérations qui nous semblent utiles, importantes sur le plan social et environnemental pour porter les politiques publiques dans ces champs-là. Il y a également tout un programme d'accompagnement des acheteurs, de formation, de développement de la professionnalisation, et puis enfin la réflexion autour notamment de toutes les évolutions législatives que nous connaissons tous et réglementaires, et qui impactent de plus en plus les achats considérés comme des leviers au service de ces politiques publiques. Et dans ces missions, la DAE peut également porter ou confier le portage de stratégies et de marchés interministériels de dimension nationale, donc souvent de gros marchés, dans lesquels nous, au bureau achat responsable, on essaye de maximiser la traduction opérationnelle dans la rédaction même des pièces du marché des considérations sociales et environnementales en lien effectivement et à chaque fois avec la nature et la typologie d'achat. Voilà en 2 mots rapidement. C'est une petite direction interministérielle d'environ 80 agents. Assez grande, donc assez fournie. Alors justement, dans le domaine de l'informatique, lors de notre préparation, nous avons identifié plusieurs accords cadres qui nous paraissent intéressants de partager aujourd'hui, dont des marchés sur l'IT et la téléphonie reconditionnée, donc très actuels, et puis un marché Solymp ou des marchés qui s'appelle Solymp et dont vous êtes à la 4e édition. Alors, peut-être que ça serait intéressant de partager l'objet de ce marché et comment vous avez fait évoluer le contenu circulaire de ces marchés entre Solem 3 et Solem 4. Oui, alors d'abord, pour dire très rapidement, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, que pour nous, à la DAE, quand on parle d'économie circulaire, on considère que prendre en compte l'ensemble des considérations environnementales dans un marché contribue
de près ou de loin, apporter une approche en matière d'économie circulaire. Solimp 4, qui vient d'être notifié tout début 2022, comme son nom l'indique, c'est la 4e édition d'un marché de location de solutions d'impression. Vous savez, c'est les très gros copieurs d'étage qui sont mis à disposition des ministères et des établissements publics qui souhaitent bénéficier de ce marché. C'est le plus gros marché européen en la matière. Et entre Solimp 1 et Solimp 4, bien sûr, ce qui a été très important à chaque fois, c'était de faire un retour d'expérience et de cranter comment dire, le niveau d'exigence qui pouvait être croissant au fur et à mesure qu'on avait un retour qualitatif. Donc typiquement, comme la slide l'indique là, entre Solimp 3 et Solimp 4, bien sûr, on s'est posé la question d'économie circulaire depuis longtemps, et entre Solimp 3 et Solimp 4, si Solimp 3 est un marché de solutions d'impression comme le marché de Solimp 4, donc il s'inscrit dans une approche d'économie circulaire, puisque c'est de l'économie de la fonctionnalité, avec un coût à la page, avec l'intégration dans le coût de la fourniture des consommables d'impression. On avait également traité d'autres aspects de la qualité environnementale, notamment on avait mis un critère d'attribution sur l'existence ou pas d'équipements écolabellisés, puisque le sourcing à l'époque montrait que l'offre était inégale en termes de proposition d'équipements écolabellisés, donc on ne voulait pas que le marché infructueux, on l'a mis en critère. L'analyse de réponse qu'on a eue pour Solimp 3, et donc, la montée en puissance des constructeurs pour proposer une offre écolabellisée et donc avoir le maximum de points sur le critère environnemental, par exemple, nous a permis dans Solimp 4 de ne plus en faire un critère, mais d'en faire une spécification technique, donc une obligation. C'est-à-dire que 100% des équipements qui sont achetés au titre de Solimp 4 sont des équipements écolabellisés Ange Bleu, qui est un écolabel officiel de type 1, comme vous le savez. Et dans Solimp 4, non seulement on a exigé que l'ensemble des équipements soient écolabellisés, mais les questions qu'on avait intégrées dans Solimp 3 sur un enjeu qui nous semblait très important, c'est-à-dire le contenu en plastique recyclé, on en a fait un critère d'attribution sur Solimp 4 sur des teneurs qui étaient supérieures aux préconisations de l'écolabel Ange Bleu. Ensuite, comme vous le savez, les évolutions législatives, notamment LTECV, AGEC, Climat Résilience, et même en anticipation de ces évolutions, nous ont permis également d'intégrer d'autres considérations dans Solimp 4 qui permettent d'aller encore plus dans le champ de l'économie circulaire. On a posé beaucoup de questions, on a mis beaucoup d'exigences également sur, par exemple, la consommation énergétique et la prise en compte de ce qu'on appelle la valeur tech, qu'on a intégré dans le critère prix, dans une approche coût global. On a également beaucoup posé de questions sur la politique de consommation, quelles étaient la performance des équipements, et on a exigé notamment que 100% des équipements acceptent un papier 100% recyclé, puisque notre politique de consommation de papier est de consommer exclusivement du papier recyclé. Donc on voit bien que là également, dans une approche économie circulaire, on s'intéresse à la phase de consommation, à la politique de consommation. On a également intégré un certain nombre d'exigences sur la démontabilité, la réparabilité des équipements. Et puis enfin, une offre obligatoire minimale en équipement reconditionné et un critère d'attribution sur la proportion de chacun des 10 équipements, parce qu'il y a 10 équipements différents, la proportion en nombre de machines reconditionnées proposées par le titulaire durant l'exécution du marché. Voilà, je vais essayer d'aller un petit peu vite, Nathalie. Oui, très complet, merci beaucoup. Est-ce que vous avez intégré un volet ESS sur ces marchés Solimp? Alors, tout dépend de ce qu'on entend par ESS. Ce qu'on a intégré dans ce marché Solimp 4, dans la continuité de Solimp 2 et Solimp 3, c'est bien sûr une clause d'insertion par l'activité économique et une condition d'exécution pour recruter des personnes éloignées de l'emploi, la clause classique sociale d'insertion. Et on a associé à cette condition d'exécution un critère d'attribution, à la fois sur le taux de féminisation des publics en insertion, bénéficiaires de la clause sociale, mais également sur les actions de formation, de montée en compétences et d'accompagnement de tutorat de ces personnes, donc de ces bénéficiaires de la clause. Donc c'est l'approche qu'on a en matière d'achat socialement responsable. On a un autre sujet qui nous intéresse beaucoup, qu'on a intégré là, mais qui est en lien avec l'économie circulaire, c'est la question de la traçabilité sociale des chaînes d'approvisionnement et la transparence exigée sur cette traçabilité sociale.
tous ces éléments se recoupent. Quand on s'intéresse à la traçabilité sociale des chaînes d'approvisionnement, c'est qu'on s'intéresse à la résilience des chaînes d'approvisionnement et que c'est donc, in fine, pouvoir avoir affaire, excusez-moi de l'expression, à des opérateurs économiques qui maîtrisent leur chaîne d'approvisionnement et qui ne sont pas discriminants pour des entreprises qui développeraient leur activité économique en France, donc un lien avec le soutien à l'activité économique, indirect, tout en respectant les règles de la commande publique. D'accord, merci beaucoup Malika. Il nous reste quelques minutes pour échanger sur un des marchés que vous lancez en ce moment qui concerne l'IT et la téléphonie reconditionnée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot complémentaire par rapport à ce que vous nous avez présenté sur Solymp, notamment relatif à l'offre en termes de matériel reconditionné aujourd'hui? Que vous ont appris ces derniers marchés très volumineux sur lesquels vous travaillez? D'accord, oui. Je vais en dire un demi-mot, puisque comme le marché est en préparation et qu'il n'est pas encore publié, je ne peux pas dévoiler beaucoup de choses. Par contre, ce que je peux dire très, très simplement et très tranquillement, c'est que bien sûr, il y a les obligations, notamment AGEC, le décret d'application de l'article 58, sur l'obligation d'achat de produits issus du réemploi et de la réutilisation, et que donc, on fait notre maximum pour arriver à publier un marché d'achat de matériel bureautique issu du réemploi de la réutilisation et de téléphones issus du réemploi de la réutilisation. Étant entendu que dans notre approche en matière d'économie circulaire, les enjeux environnementaux sont importants, mais pour nous, les enjeux sociaux sont également très importants. Donc, on mène une réflexion sur la meilleure façon d'associer les structures de l'économie sociale et solidaire, en particulier les structures d'insertion et les structures du secteur du travail protégées et adaptées, pour contractualiser avec ces structures et leur permettre de développer leur activité de réemploi, reconditionnement, comme on le sait tous, activité portée par ces structures depuis de très longues années. Donc c'est l'approche qui aujourd'hui est la nôtre, sachant que dans tous les cas, les autres aspects que nous prendrons en compte sont bien sûr les aspects pour le marché classique, hein, en lien avec l'indice de réparabilité notamment, l'affichage environnemental, qui sont là encore des applications des dernières évolutions législatives, notamment AGEC, et qui nous permettront à défaut d'acheter des produits issus du réemploi de réconditionnement qui feront l'objet d'un marché à part, d'avoir les produits qui s'inscrivent le plus possible dans une approche d'économie circulaire, de réduction d'utilisation des ressources et de l'allongement de la durée de vie des produits. En 2 mots. Merci beaucoup Malika. Alors, si on veut avoir du temps pour poser les questions, je pense qu'on peut, on peut démarrer. Stéphanie. Oui, nous avons 2 questions de Christine Bosch du Conseil régional Grand Est. La première question concernait le critère environnemental et sa pondération. À combien il était pondéré? Je suppose que c'était sur le premier marché évoqué. Et deuxième question, quel pourcentage de réemploi-réutilisation sur la location-impression? Alors, sur le critère, les orientations de la DAE pour les ministères et les établissements publics en matière de mobilisation d'un critère d'attribution du marché sur la valeur environnementale ou sociale répondent à une triple condition. La première, c'est qu'un critère, on ne le mobilise jamais seul, mais toujours en association avec une exigence minimale inscrite dans le marché, pour ne pas se retrouver sans aucune qualité sociale ou environnementale si aucun des soumissionnaires nous répond sur ce critère. La deuxième, c'est que c'est un critère à part entière détaché de la valeur technique et qui apparaît en tant que tel, critère environnemental, critère social. La troisième condition, c'est que la pondération doit être suffisamment discriminante, c'est-à-dire que chacun des 2 critères, environnemental ou social, doit être pondéré à un minimum de 10% de la note totale d'attribution du marché. En dessous de ce montant, de cette pondération, on considère que ce n'est pas suffisamment discriminant et que ça ne permet pas de dégager les offres les mieux disantes. Pour le cas de Solymp, le critère environnemental est pondéré de mémoire, hein, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, il est au moins à 10%, si ce n'est plus, et le critère social également. Sachant que dans le marché,
on a intégré de très nombreuses obligations au titre des spécifications techniques des conditions d'exécution sur les aspects environnementaux et sociaux. Mais voilà, il est au moins à 10%. 10% social et 10% environnement, ce qui fait 20% développement durable. Il y avait une deuxième question, pardon. Oui, sur le pourcentage de réemploi-réutilisation. Alors, oui, pour répondre très rapidement, juste sans être trop technique, le marché est un accord cadre interministériel à marché subséquent ministériel. Donc, on a précisé un certain nombre de critères d'attribution au niveau de l'accord cadre et un certain nombre de critères d'attribution au niveau des marchés subséquents, notamment sur l'offre en volume de matériel issu du réemploi de la réutilisation. C'est un critère qui va être mobilisé au titre des marchés subséquents. Au niveau de l'accord cadre, on a fait une exigence, on a mis en tant qu'exigence qu'au moins un équipement de chacune des 10 configurations soit en reconditionné. Au niveau du marché subséquent, quand les ministères vont passer leur marché, ils vont mobiliser le critère sur le volume proposé par l'entreprise, le titulaire donc, en offre reconditionnée. Les marchés subséquents ne sont pas encore passés, donc on aura le résultat dans les mois qui viennent, puisque c'est un marché qui est tout nouvellement renouvelé. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un avait une autre question qu'il souhaiterait poser dans le chat à Madame Kessou? Peut-être donner un petit peu de temps aux gens pour éventuellement rédiger leurs questions. Moi, j'avais une question sur le sourcing d'acteurs, notamment ESS. C'est une question qui revient souvent de la part des participants du programme achat. Est-ce que vous avez une démarche particulière de sourcing sur les acteurs ESS? Notre démarche, c'est de les sourcer systématiquement à chaque fois qu'on a un projet marché et de s'interroger à chaque fois sur la place qu'on peut accorder à ces acteurs qui, pour nous, travailler avec ces acteurs-là entrent tout à fait et portent notre champ en matière d'achat socialement responsable. Le sourcing, c'est d'abord pour nous commencer par solliciter les têtes de réseau qui peuvent solliciter leurs membres, que ce soit dans le secteur du handicap ou de l'insertion. C'est également, vous connaissez tous le marché de l'inclusion, qui est un outil en ligne ouvert aux acheteurs et aux structures de l'inclusion, qui permet d'identifier les structures. Et après avoir identifié un certain nombre de structures, c'est les rencontrer, discuter avec elles, et surtout, dès qu'on s'interroge sur le besoin, donc très en amont, parce que le sourcing peut conditionner le fait qu'on aille ou non vers un marché réservé. C'est par exemple ce qu'on a fait dans le cadre du marché interministériel de fourniture masques textiles durant la crise Covid. Et dès le début, on s'est dit qu'acheter des masques, c'était également l'occasion de travailler avec les acteurs du secteur insertion et handicap. Et cela, on a fait tout un travail de sourcing à la fois sur les capacités en termes de volume, sur les capacités techniques, et ça aboutit à l'attribution de 2 marchés réservés, un pour un groupement momentané d'entreprises dans le champ du handicap et le second, pareil, groupement momentané d'entreprises dans le champ de l'insertion. Donc, nous, c'est vrai qu'on porte des marchés qui sont importants en termes de volume, mais on considère que ça ne doit pas être un frein pour travailler avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et travailler le plus tôt possible avec eux en sourcing, c'est aussi leur permettre de se regrouper pour faire une offre groupée et pouvoir donc se positionner sur des marchés qu'on peut passer. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu ou si j'étais à côté de la question. Très bien, merci beaucoup. Du coup, on a une avalanche de questions qui vient d'arriver. Une première question de Common, Delphine de Common, que je vous invite à aller... je vous invite à regarder leur site internet, porteur de solutions en économie de la fonctionnalité, qui posait une question sur les critères pour pousser à la location plutôt qu'à l'achat. Je pense, Delphine, que cette question a été en partie répondue pour le marché impression. Peut-être, Malika, avez-vous des pistes sur le passage en économie de la fonctionnalité pour d'autres matériels que les copieurs? Peut-être, je ne sais pas, le téléphone ou le... Non, désolée, je n'ai pas de piste. C'est une question que nous nous posons, bien sûr. Alors, nous ne travaillons pas seuls parce que nous, on est le bureau des achats responsables. Donc, on est spécialisé sur la dimension sociale et environnementale et on travaille toujours de manière très, très proche avec nos collègues acheteurs qui sont des experts de l'achat et des experts en fonction des segments d'achat. Par exemple, sur le marché de location de solutions d'impression, Solimp, jusqu'à Solimp 4,
le marché est rédigé en tant que marché de prestation, de location de solutions d'impression. Donc, voilà, et dès le départ, ça a été un choix pris par l'acheteur qui a analysé les différentes options possibles tactiques d'achat et qui a vu que c'était la plus intéressante à la fois d'un point de vue économique, d'un point de vue efficacité pour ce marché-là. Alors, ce qui est vrai pour les gros copieurs d'étage ne sera peut-être pas pour la téléphonie ou pour les ordinateurs, mais c'est une réflexion en cours et il faut se poser la question à chaque fois au cas par cas. Et en l'occurrence, je n'ai pas de réponse précise. Je n'ai pas essayé de meubler, mais j'ai expliqué un peu que c'est aussi en travaillant avec l'acheteur leader sur ces sujets-là qu'on fait le choix. Bien sûr. On a une question de Bruno Fiallo. Il me semble que vous travaillez dans l'ESS sur un EPT du Sud. Question de Bruno Fiallo. Ne pourrions-nous pas Grand Orly-Seine-Bièvre, parfait, merci beaucoup. Ne pourrions-nous pas organiser un groupement d'achat des collectivités pour les matériels numériques et téléphonie réemploi en Ile-de-France, en lien avec un consortium des SIAE, Graphie, FEDEIAE Île-de-France, pour avoir une taille de marché, pour être rentable à la fois pour les collectivités et pour les SIAE. C'est une question qui est très intéressante et je fais appel à toutes les communes et territoires métropolitains qui sont connectés en ce moment pour se rapprocher de Bruno Fiallo et moi-même pour lancer des discussions, puisque c'est un sujet qui nous intéresse et qu'on souhaiterait pousser cette année. Excellente question. J'en ai une dernière peut-être en lien avec ce sujet-là. Malika, est-ce qu'on peut trouver les documents marchés sur lesquels vous travaillez et donc justement pour pouvoir les échanger? Les marchés publiés. Oui. Sur lesquels on travaille, on n'a pas trop le droit de communiquer dessus avant qu'ils soient publiés. Mais publiés, oui, bien sûr. Tous nos marchés sont publiés sur place. Si le Solump 4 n'est plus publié parce qu'il a été notifié, attribué, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je peux vous l'envoyer. Hein. Je peux vous envoyer toutes les pièces marchées, vous les partagez. Voilà, il n'y a pas de souci. Et nous les partagerons sur notre groupe rapide. Réseau des acheteurs publics intéressés par le développement durable dont je vais reposter le lien dans le chat dans un instant. Une dernière question avant de passer la parole à Manuel Nunez Descano. Question de Cécile Stolz de la mairie d'Orsay sur le sourcing. Avez-vous pu vérifier en amont que l'offre serait suffisante avec le label Ange Bleu pour répondre aux besoins exprimés en marché? Alors, c'est la raison pour laquelle, entre Solump 3 et Solump 4, on est passé d'un critère à une spécification technique. Le sourcing, quand on l'a fait pour Solump 3, il y a donc 4 ans, puisque ce sont des marchés de 4 ans, a mis en évidence que l'offre était inégale d'un constructeur à l'autre. Donc, on a préféré un critère. L'attribution de ce marché a mis en évidence que 100% des titulaires nous ont proposé des machines Ange Bleu. Donc, le critère a été effectif. Et donc, on n'a pas poussé le sourcing plus, on a dit plus loin que ça. On a dit, étant donné qu'ils ont tous répondu 100%, pour Solump 4, on va en faire une spécification technique. Spécification technique qu'on a pris quand même le soin de vérifier dans les réunions de sourcing physique avec les titulaires, sans leur dire qu'on souhaitait cette évolution de critères vers une spécification technique. Ça, on ne peut pas divulguer ce genre d'informations, mais en les interrogeant, en leur disant, voilà, dans Solump 3, vous nous avez proposé des matériels écolabellisés. Aujourd'hui, quel est l'état de votre offre? Donc voilà, on a croisé les réponses qu'ils ont apportées dans le marché il y a 4 ans et ce qu'ils nous ont dit. Et du coup, on a fait évoluer vers la spécification technique, donc une obligation. Et le sourcing est fondamental. Et selon les écolabels, vous pouvez très bien aller sur les sites des écolabels, rentrer les références des matériels concernés. C'est le cas, par exemple, pour les ordinateurs portables. Vous allez sur le site de TCO, sur le site de IPIT, et vous arrivez à identifier l'offre disponible en France, ce qui est important. Puisque si c'est une offre disponible aux États-Unis, voilà. Et ça vous permet de faire le sourcing que vous croisez après avec des rencontres physiques avec les constructeurs, les opérateurs, dans le cadre de votre sourcing classique. Merci infiniment, Malika, pour toutes ces informations très pratiques et qui vont nous permettre d'avancer dans nos pratiques de sourcing. Merci beaucoup. Merci, à votre disposition. Je vous propose
Eh bien, de passer la parole à Manuel Nunes qui va donc partager avec nous des exemples de porteurs de solutions sur ce sujet de l'informatique et de la téléphonie. Manuel, je te Bonjour. passe la parole. Oui, merci beaucoup. Si tout le monde m'entend bien, je poursuis. Je vous laisse défiler les slides si ça vous convient. Merci au programme pour son invitation. C'est toujours intéressant de pouvoir illustrer la théorie avec des cas d'usage un peu exemplaires. L'idée, c'est de vous présenter quelques portraits que nous avons sélectionnés à l'agence de manière non exhaustive, mais qui nous semblaient représentatifs d'un certain potentiel de positionnement sur cette famille d'achats qui est assez particulière. Le portrait numéro 1, donc c'est ATF Gaia, qui est donc une entreprise adaptée que certains d'entre vous connaissent, qui est implantée dans le 77 en Île-de-France, qui a une courbe d'expérience assez importante au vu de sa date de création qui date de 1995 et qui donc est assez ancienne, de pair avec le secteur, ce qui vient un peu casser l'aspect récent de la création de ces ESS sur ce secteur-là. On était au tout début du déploiement, je dirais, informatique massifié dans les entreprises et au niveau des particuliers. On est sur une ESN, donc une entreprise de services numériques qui est vraiment spécialisée dans la gestion de la seconde vie, de la fin de vie et plus globalement du cycle de vie des matériels informatiques. Et on inclut bien sûr les téléphones portables pour être en adéquation avec un besoin actuel. Ce qui est intéressant, c'est que au-delà du conseil et de l'AMO par rapport à vos différentes stratégies d'achat ou de fonctionnement sur ce matériel-là, on a des capacités de production qui sont extrêmement élevées, avec 180 salariés, une majorité évidemment en situation de handicap au vu du statut qui est déterminé par les pouvoirs publics, un CA, un chiffre d'affaires qui est en croissance, en lien avec un impact qui est quand même assez conséquent. On est sur 350-400 000 de matériel IT traité par an, ce qui peut couvrir des besoins grandissants, avec des tonnes forcément de CO2 évitées, des litres d'eau économisés, des reporting, une traçabilité qui peut être valorisée. Au-delà d'un taux de réemploi qui est supérieur à 70%, où vous avez connaissance de tout ce qui se fait. Sur l'offre de service global, à droite de la slide, vous pouvez visualiser que vous avez de la fourniture, donc du rachat et du reconditionnement de matériel informatique professionnel, avec des références dans le secteur bancaire, dans le secteur de la défense, dans les entreprises publiques, qui vient un peu pallier cette croyance que le matériel reconditionné peut parfois ne pas correspondre aux différents besoins actuels des organisations. Il y a une vente évidemment de pièces détachées pour répondre aux besoins de la lutte contre l'obsolescence programmée actuelle et bien sûr un enjeu croissant de traitement sécurisé des données en lien avec la banque, la défense, mais aussi le secteur public pour que ce soit sur site, concrètement chez vous, dans vos entreprises, administrations, etc., mais aussi au sein de leur entreprise, pour être sûr de garantir un effacement sécurisé des données et une conformité réglementaire. Et au-delà de ça, des prestations de services informatiques qu'il ne faut pas mettre dans un second plan, qui peuvent être également externalisées. L'inventaire, les opérations de migration de logiciel à logiciel, la réparation, la livraison, le reporting, etc., etc. Et enfin, pour terminer et avancer, vous avez à cela des certifications environnementales qui sont très intéressantes à intégrer dans leur marché. On sait que l'impact de ce secteur-là est essentiel dans le monde, ce qui permet d'adosser, disons, des certifications au volet un peu social, avec une sous-traitance possible sur cette ESN. Pour passer sur le deuxième portrait, Recycléa, ce qui était intéressant, même si l'activité est en lien avec ATF Gaia, s'ils sont en complémentarité, voire en concurrence, on est là encore sur une ESN qui agrège d'autres acteurs adaptés, qui intervient au niveau national depuis une dizaine d'années maintenant. Et vous avez là encore une force de frappe, une démonstration par l'exemple de force de frappe importante, conséquente, avec des milliers de kilos recyclés, un taux de réemploi qui est là encore supérieur à 60% et qui reste quand même élevé, et qui va réaliser
des rachats, un audit, des reconditionnements particuliers, des remises à dispo, là encore l'effacement sécurisé des données, et une facette qui est souvent négligée, qui est de l'ordre des prestations informatiques internes. Je pense par exemple à un exemple qui est assez marquant sur la mise en place de solutions IT pour vos collaborateurs. Dans la gestion des incidents, c'est quelque chose qui peut être internalisé selon la taille de votre structure et entreprise, mais qui peut être aussi confié à ce secteur adapté pour gérer cette assistante, ces problèmes de suite Office qui nous arrivent régulièrement, ces problèmes de mise à jour qui peuvent être réalisés tout au long de l'année. Vous avez là encore dans la valeur ajoutée une approche qui est assez complète, assez multimétier, qui a des certifications environnementales très élevées et qui, depuis peu, possède le plus haut niveau d'exigence recensé qui est l'ISO 26000 et qui permet, je veux dire, de pallier à l'impact de ce secteur-là. Et enfin, dans la valeur ajoutée que l'on a relevée, c'est le fait de s'adosser à un grand groupe qui s'appelle SCC de mémoire, c'est indiqué en bas de la slide, et qui permet du coup de maximiser un peu la capacité de production et d'intervention recyclée, tout en confiant à SCC le mandat et la partie sur l'ensemble de ces prestations, ce qui permet de répondre à des commandes exigeantes avec des tarifs compétitifs au niveau national et aussi d'adosser un volet socio-environnemental assez conséquent, comme pouvait le faire Manika dans l'exemple précédent. Pour avancer et respecter le délai, en tout cas à dispo pour toute question, Emmaüs Connect, on l'a choisi en lien avec l'association nationale que tout le monde connaît, qui est historique, qui existe depuis plusieurs décennies et qui, conscient de ces enjeux d'importance de prise en compte de la matrice environnementale du secteur IT, a proposé une plateforme l'année dernière ou l'année d'avant, 2019, c'est indiqué si ma mémoire est bonne, une plateforme innovante pour, d'une part, massifier les dons des entreprises, pour pouvoir aussi faire le biais, le pont avec les reconditionneurs, ce qu'on appelle les brokers dans le métier, et se faire le vrai relais de redistribution solidaire afin d'équiper non seulement les personnes exclues du numérique, la précarité numérique touche de plus en plus de personnes, contrairement à ce que l'on peut penser dans les dernières études. Et puis, pour une courbe d'expérience qui est quand même assez récente, même si c'est adossé au réseau national que tout le monde connaît, ils prennent en compte 22 000 équipements avec un objectif de doublement cette année, donc sur 2021-2022, et un triplement sur 2023, et quand même une capacité de production et de prise en charge qui est élevée. Donc pour résumer, on est sur de la reprise du parc informatique avec une mise en lien sur 3 acteurs clés, les donateurs, pour faire en sorte qu'il y ait une traçabilité et aussi une proximité dans le don, que ça arrive à bon port aux personnes qui en ont le plus besoin. Les reconditionneurs solidaires, j'en ai cité 2 précédemment, il y en a aussi d'autres, qui permettent d'augmenter le nombre de gisements et de débouchés au niveau national. Et les relais numériques, pour répondre aux besoins des publics accompagnés, notamment dans la mise en place de formations, dans les écoles, dans les lycées, etc. etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a forcément l'ADN social d'Emmaüs, l'ADN aussi environnemental, mais l'objectif social reste premier dans la réponse d'urgence, avec la mise en place de prix de vente solidaires, avec la création de chaînes d'économie circulaire et forcément les partenariats qui sont un peu plus simples à monter pour Emmaüs que pour d'autres, avec à l'heure actuelle 54-55 entreprises partenaires un an après la création, ce qui est quand même une réussite, une prouesse fulgurante. Voilà. Et enfin, pour terminer, pour changer un petit peu de ce secteur-là, je ne l'ai pas rappelé en introduction, mais il faut savoir que les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont positionnés non seulement sur des prises en compte des enjeux environnementaux avec le reconditionnement, le rachat de parcs, etc., aussi la lutte contre la fracture numérique, mais aussi dans des dispositifs d'innovation sociale comme Digital for Better, que je voulais citer également dans la prestation de services web, dans la prestation multiservice qui est souvent confiée à des freelances d'ailleurs. Et ces nouvelles entreprises, ces nouvelles startups de l'ESS vont proposer par exemple
des prestations de services informatiques assez classiques, hein, dont je crois toute organisation a besoin, de sites web, de gestion de projet, de gestion aussi de réseaux sociaux, qui mutualisent l'exigence technologique pour répondre aux besoins opérationnels, mais la prise en compte de la contrainte environnementale en faisant des projets qui consomment un petit peu moins d'énergie, réduire un peu la facture de la pollution numérique, mais aussi qui permet de multiplier l'accessibilité du site internet envers les personnes qui ont plus de difficultés, pardon, les personnes tout simplement en situation de handicap, telles qu'ils soient, aveugles par exemple, sourds, daltoniennes, etc., etc. Ils ont fait une levée de fonds qui est massive, ils ont une augmentation de CA qui était fulgurante, on les a rencontrés au tout début de leur création pendant le premier confinement au printemps 2020, et aujourd'hui, leur solution qui est accessible en cloud, donc à l'extérieur, est utilisée par une quinzaine de gros clients, essentiellement sur le CAC 40 et forcément, vu du métier, avec une zone d'intervention qui est nationale. Leur projet, pour résumer, on est sur de la réduction de l'impact IT, hein, qui est très fort, la réduction de la consommation des serveurs qui sont d'ailleurs souvent à l'étranger, la réduction des applications qui sont de plus en plus utilisées dans la gestion des espaces de travail, promotion de l'éco-conception, ça va de soi, mais aussi un développement en parallèle de l'inclusion numérique pour faire en sorte que vos sites web soient lisibles par un maximum de personnes et bien sûr avec un accompagnement au vu de leur, je dirais, de leur statut de projet à fort impact social, ce qu'on appelle le Tech for Good. Voilà. Globalement, ces 4 exemples, c'est assez représentatif de ce qui peut se faire. C'est un secteur qui nécessite beaucoup d'investissements, notamment pour les reconditionneurs, les brokers, etc., beaucoup d'espace. Néanmoins, même si l'ESS n'est pas présente dans la fourniture de matériel neuf, elle pallie à l'inclusion numérique, à la réduction de la fracture de cette pollution également, et dans la mise en place de solutions pour augmenter la fin de vie, pour fournir un parc reconditionné à plus haut pourcentage, etc. etc. Voilà pour ces 4 exemples, il y en a d'autres, donc à dispo pour toute question si vous le souhaitez. Super Manuel, merci beaucoup. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat également. Si on n'a pas le temps d'y répondre. Je viens d'en voir un. Voilà, super. Alors, et Coder, je peux répondre à la on- question parce que ça va être l'objet du retour d'expérience qu'on va avoir dans quelques instants avec Thomas Eveillot, DSI de la mairie de Champigny-sur-Marne, qui a travaillé avec 2 organismes, Ecoder et TAE. On ne les a pas tous cités, ils sont pas, il y en a un grand nombre sur le territoire. On va avoir Thomas Eveillot nous rejoindre dans quelques instants pour faire un retour sur 2 sujets, l'achat de matériel informatique reconditionné et également sur le don de matériel informatique, puisqu'on sait qu'avec la loi AGEC, on a besoin d'acheter des matériels reconditionnés. Ça implique également que le secteur public contribue à l'alimentation de ce flux de matériel informatique à reconditionner, qui implique des procédures de don. Je serais intéressée par savoir si certains d'entre vous ont déjà mis en place des procédures de don. À titre personnel, la métropole est en train de mettre en place une convention de partenariat avec Ecoder pour faire du don de certains matériels informatiques obsolètes. Et le sujet était un petit peu complexe à aborder. On se posait la question de différenciation de valorisation entre matériel amorti et non amorti. Si certains d'entre vous ont des expériences à partager, je vous invite à vous mentionner dans le chat pour qu'on puisse vous partager avec les participants des bons retours d'expérience pour faciliter ce don de matériel informatique. Évidemment que pour les acteurs publics, c'est un petit peu plus complexe que pour les entreprises privées. Je ne sais pas si Monsieur Eveillot est déjà arrivé. Annabelle, je veux bien te laisser lui donner l'accès lorsqu'il arrive. Il est là. Superbe.
Et donc, nous avons la chance d'accueillir Monsieur Éveillot, DSI de la mairie de Champigny-sur-Marne. Monsieur Éveillot, bienvenue. Ah, peut-être qu'il faut rallumer le micro. Superbe. Je vous laisse rallumer votre micro. Vous avez l'autorisation pour le faire, normalement. Ok, super. Bonjour. Voilà. Je ne sais pas si vous m'entendez. Parfaitement. Un grand merci à vous de vous être rendu disponible pour cette session. On était en train d'évoquer le don de matériel et l'achat de matériel reconditionné. Mais en introduction, peut-être sur Champigny, est-ce que vous pourriez nous préciser quel type de matériel vous achetez pour quel type d'utilisateur? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on a acheté. Moi, je suis arrivé à la DSI de Champigny-sur-Marne en janvier 2021. On a acheté 50 ordinateurs portables reconditionnés assez peu de temps après mon arrivée, parce qu'on avait un parc qui était vraiment très pauvre en ordinateurs portables, avec des difficultés dans la période Covid, etc. On n'avait pas de moyens de proposer des solutions de travail à distance aux agents, ou vraiment à la marge. Donc c'était une sorte de petit démonstrateur, ces 50 ordinateurs, mais c'était aussi parce qu'on avait des difficultés à commander par des canaux traditionnels. Les revendeurs avaient du mal à nous livrer dans des délais raisonnables sur du matériel neuf. Donc c'était un peu aussi intéressé, opportuniste comme démarche. On a ensuite analysé, regardé, et on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on renouvelle massivement notre parc informatique. Et du coup, là, on s'est posé la question du matériel reconditionné à une plus grande échelle. Et donc, ce qu'on a décidé de faire après analyse à la fois de ce qu'on voulait proposer aux agents, de l'état du parc, etc., on a décidé donc sur un parc d'environ 1200 postes informatiques qui était globalement dans un état plutôt vieillissant. On a fait le choix donc d'acheter des ordinateurs portables massivement et donc reconditionnés sans faire de catégorie, typologie d'utilisateurs, c'est-à-dire les portables, c'est pas pour c'est à la fois pour les directeurs, les DGA, mais aussi pour les agents chefs de projet, etc., ou même des agents. Il n'y a pas de notion de hiérarchie, on n'a pas fait de distinguo dans le type de matériel. Donc on a acheté, on a estimé, on a budgété 400 ordinateurs reconditionnés sur 2021, et le reste du parc, on a décidé de le moderniser pour essayer pareil, de pas racheter toujours du matériel, et donc d'essayer d'optimiser sa durée de vie. Et donc, ce qu'on a prévu pour le reste des 800 ordi qui n'étaient pas renouvelés sur l'année 2021, c'était de remplacer les disques durs mécaniques, de mettre des disques durs SSD, de remplacer et de mettre de la RAM, parce qu'en fait, on se rend compte que les ordinateurs, alors nous, c'était un parc d'ordinateurs de type des Dell, c'était d'ordinateurs qui sont de bonne facture. Et en fait, moi, j'estimais qu'au bout de 7-8 ans, pour un usage administratif, à partir du moment où on remplaçait le disque dur, qu'on mettait un petit peu de RAM et qu'on installait des logiciels à jour, il n'y avait pas de raison que ça ne marche pas. Donc voilà, c'est ce qu'on a proposé. C'est ce qu'on est en train de mettre en place. Donc là, c'est un projet qui a été qui s'est construit à partir de l'été 2021. Et là, on a prévu que là, en juin 2022, c'est-à-dire dans quelques semaines, on a terminé la migration, et donc on a renouvelé nos 1200 postes. Donc on a introduit tous les ordinateurs portables qu'on voulait introduire, et puis on a renouvelé les postes. Alors c'est un projet qui a coûté cher, beaucoup de main d'œuvre en fait, beaucoup d'humains derrière, pas que du matériel, beaucoup de logistique, mais voilà. Donc ça, c'est sur la partie acquisition. Donc on a acheté des ordinateurs, évidemment, les socles, pour que les gens puissent plugger leur ordinateur, aussi des claviers, souris, etc. Tout ça en reconditionné, et puis des écrans aussi. Donc on a pris autant d'écrans que d'ordinateurs, et sur les écrans, avec dans l'idée d'installer des doubles écrans à tous les agents qui le demandaient. Donc aujourd'hui, on aurait de quoi mettre en gros la moitié des agents avec des doubles écrans. C'est à peu près ça dans les faits. On a aussi, pour rester dans le monde du reconditionné, on se posait la question donc on n'était pas à jour non plus côté logiciel, outils, et donc on a décidé aussi de mettre à jour, donc il fallait qu'on mette à jour Microsoft Windows. On était sur Windows 7, donc on a basculé massivement sur Windows 10.
Et puis, on avait aussi un problème de parc Microsoft Office complètement hétérogène. Et donc là, il y avait la question Office 365, comment on fait, etc. Qu'est-ce qu'on achète? Et donc là, on a fait le choix. Alors moi, je me suis inspiré de ce qu'a fait le département du 93. J'avais discuté avec le chef de projet de l'unité poste de travail au département. Et donc, on a acheté des licences reconditionnées aussi, en fait, des licences seconde main. Et on a acheté du Microsoft Office 2019 on-premise, hein, donc des licences entre guillemets perpétuelles pour proposer quelque chose de à jour, mais sans s'engager dans le Office 365, un petit peu déconseillé par les uns et par les autres, et puis surtout qui coûte très cher, hein, qui n'était pas du tout dans ce qu'on visait en termes de prix. Voilà, donc ça c'est sur l'achat, et puis sur le don, on avait des stocks qui étaient un petit peu pleins, forcément on renouvelle pas mal de choses, et du coup on avait rempli un petit peu toutes nos armoires. Et donc, on a fait une convention avec une association qui s'appelle TAE, Travailler, Apprendre Ensemble, je crois. Quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement quel est l'acronyme. Tout à fait. Donc, c'est une association qui est à Noisy-le-Grand, qui emploie des personnes qui sont en requalification, qui sont éloignées du monde de l'emploi. Et donc, ils ont repris une partie de notre parc. Donc, je crois qu'il y avait 250 écrans, il devait y avoir 80 unités centrales, un peu de tout, un peu de vrac, voilà, du matériel qui n'était pas toujours en très bon état, etc. Mais il y avait quand même des choses réexploitables. Et donc, on a fait un don. Alors, je ne sais plus exactement quelle est la... Attendez, je vais retrouver la formule. Mais c'était... une convention de don pour une subvention en nature. Ah voilà, c'était ça, une subvention en nature. Voilà, à titre gracieuse. Donc on a simplement, donc on a listé tout le matériel avec les numéros de série, etc. On a conventionné pour indiquer que TAE répondait à tous nos engagements en termes à la fois d'effacement des données des utilisateurs, mais aussi bien sûr toute la chaîne de recyclage en termes de D3E qui répondait à nos obligations, qui assure un suivi de tout ça. Et puis on a estimé, on a donné une valeur approximative de chacune des biens qu'on mettait à disposition. Et puis voilà, on s'est organisé avec eux, ils sont venus récupérer tout ça. Et donc après, on a fait un petit peu de communication autour de cette démarche. Donc ça, c'était du gagnant-gagnant, quoi, ce recyclage. Voilà, j'ai fait un petit tour d'horizon. Oui, bien sûr, sachant que nous, on peut, à la métropole, on a fait le choix, pardon, il y a un petit peu d'écho, à la métropole, on a fait le choix de reconditionner nous-mêmes, pas de reconditionner, de dépasser les données nous-mêmes. Je sais que ça peut être il peut y avoir des enjeux sur le sujet, mais on peut, une commune qui souhaite faire le choix de donner son matériel peut soit se fier à l'association à qui elle le confie, soit le faire en elle-même. Je vois que votre métro a été coupé pour éviter l'écho. Merci beaucoup à l'équipe, mais il faudrait le rouvrir pour que M. Eveillou puisse répondre à ma prochaine question. On avait une question sur l'achat. Et sur votre expérience d'achat, on a évoqué déjà avant votre arrivée la question des réticences pour accepter l'image de matériel reconditionné. Est-ce que ça a été un problème à Champigny? Et si oui, comment est-ce que vous avez réussi à contourner le problème? Je suis désolée, votre micro est désactivé. Alors, je n'ai pas la possibilité de réactiver votre micro. Et ça rejoint un peu la question. C'est bon. Super, désolé. Alors, en fait, on a fait le choix d'assumer complètement le reconditionné. Donc, en fait, on a même avec les collègues de la communication, on a créé un petit stickers pour valoriser le matériel reconditionné et essayer d'en faire quelque chose de plutôt positif. Donc, de retourner l'argument. On a eu assez peu de freins, c'est-à-dire en plus les premières personnes qu'on a équipées avec ces équipements, qui étaient
étaient pourtant parfois dans des états d'usage. Les équipements, ils sont fonctionnels, etc. Hein, mais c'est pas toujours. Il y a des griffures, il peut y avoir des petits pets à droite à gauche. Mais on n'a pas eu de réticence. C'était une démarche qui était largement portée. La DG, notre DGS, c'est vrai qu'elle était complètement convaincue par le dispositif. Et puis alors à Champigny, bon, la chance qu'on avait, c'est que comme les gens étaient plutôt très mal outillés, déjà l'arrivée des ordinateurs portables, c'était quelque chose de miraculeux. Donc du coup, on n'était pas trop regardants, les collègues n'étaient pas trop regardants. Et puis le fait aussi d'avoir du coup une gamme, entre guillemets, une gamme unique, c'est-à-dire que tous les PC recyclés, c'est la même gamme. Hein, donc c'est des Lenovo T460 hein, pour les amateurs. Mais voilà, c'est des ordinateurs qui sont fiables, qui sont pas très jolis, mais en même temps, c'est des ordinateurs d'entreprise. Ça n'a pas beaucoup questionné. Donc voilà, par rapport à ça, il y a eu assez peu de réticence. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Aussi. Oui, tout à fait. Ça rejoint aussi une question qui est posée dans le chat par Nathalie Cobb sur le retour des utilisateurs. Ouais, alors globalement, les utilisateurs, ils sont contents d'avoir des portables. En plus, en fait, ce que ça nous a permis de faire, honnêtement, donc comme on n'a pas payé très cher nos ordinateurs, du coup, on a pu se faire un petit peu plaisir sur certaines choses. Donc, par exemple, on a acheté pas mal d'écrans 27 pouces ou des écrans incurvés, alors pour le coup, des matériels neufs, pour venir donner un peu de confort aux collègues. Et donc, aussi le fait d'avoir comme ça ce stock d'écrans recyclés, ça nous permet de facilement proposer des doubles écrans aux collègues. Donc, on était vraiment là-dessus, on a pu les chouchouter un peu. Qu'est-ce qui a bien plu aussi attendez, je m'étais noté 2-3 trucs et là j'ai pas forcément. Non mais voilà, donc c'est comme en tout cas bon retour. Après il y a quand même il y a quand même un pourcentage d'équipements qui sont pas toujours dans des très bonnes. Surtout on a des difficultés parfois avec les durées d'autonomie des batteries. Hein, parfois, on a quand même un taux de retour qui est assez important. Évidemment, c'est pas la même logistique que quand on achète du matériel neuf. Déjà, donc nous, on est passé par une entreprise qui s'appelle Ecoder, donc c'est un acteur qui est dans le nord de Paris. Ils sont quand même, c'est quand même à une échelle qui est pas une échelle. Ils sont quand même organisés, hein, mais c'est quand même pas les flux de livraison qu'on peut connaître si on va acheter son matériel chez les grossistes et qu'on achète directement du Dell ou du Lenovo. Donc sur les livraisons, hein, on va faire simple, quoi. Moi, je suis toujours en train de jongler pour que les livreurs n'arrivent pas au milieu du jour et de la nuit. On a des livraisons en plein de fois. Des fois, c'est un petit peu compliqué de comprendre la logique dans laquelle on est approvisionné en matériel, etc. Donc ça oblige à un peu de souplesse là-dessus. Après, il y a aussi du coup la gestion du retour, c'est-à-dire que le matériel il est testé, mais de temps en temps, l'ordi ne démarre pas, il y a un problème de batterie, le clavier on n'avait pas vu, mais il y a 2-3 touches qui ne marchent pas. Donc il y a quand même une logistique aussi autour des retours de matériel. Donc après, c'est pris en charge par le SAV, etc. Mais évidemment, il y en a beaucoup plus que quand on achète du matériel neuf et qu'on ouvre un carton tout neuf. Hein. Voilà, sur la satisfaction des utilisateurs, globalement, c'est plutôt très positif. Super, c'est une bonne nouvelle et je retiens le coup du sticker pour retourner l'argument qui peut être facilement utilisé par d'autres. En fait, vu qu'on s'adresse à un public d'acheteurs, je voulais vous poser une question sur le canal d'achat parce que vous n'avez pas fait un CTP classique. Ouais. Alors non, mais c'est clair. Moi, je pense que nous à Champigny, donc on avait la difficulté côté informatique, on a aussi un peu des difficultés côté service des marchés publics. Et donc clairement, il fallait qu'on aille vite. On était un peu contraint et tout. Donc moi, je suis pas passé on n'est pas passé par un appel d'offres classique. On est passé. Moi, un des critères, c'était d'essayer de trouver d'autres façons de contractualiser, mais en même temps, on avait une demande des élus de passer par des canaux qui nous sécurisaient juridiquement. Donc, on est passé par, en fait, le questionnement, c'était comment est-ce qu'on a à la fois un acteur un peu local, on arrive à créer un peu de confiance, on a des échanges réguliers et tout ça, mais en même temps, on se sécurise avec le canal. Donc, le choix, ça a été de passer, ce qu'on a trouvé, c'est le canal du CIPEREC. Hein, donc, il y a un marché qui s'appelle Poste de Travail. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une entreprise qui s'appelle SCC qui est titulaire de ce lot-là. Mais à l'époque, c'était Orange Business Service, hein, donc OBS, Orange. Moi, je les ai sollicités. J'ai dit, voilà, Orange, est-ce que vous vendez du matériel recyclé? Et donc, c'était un peu compliqué. Ils n'avaient pas forcément beaucoup de réponses à nous donner au moment où je les ai questionnés.
Mais par contre, je leur ai dit, bah, et donc si on a un acteur, est-ce que vous pouvez en fait faire office d'intermédiaire, c'est-à-dire le référencer dans vos bases, et puis peut-être que derrière, d'ailleurs, cet acteur-là, il pourra travailler avec d'autres collectivités et tout ça. Et en fait, Orange, ils ont été très positifs, très facilitateurs là-dessus. Donc évidemment, un petit peu comme à l'UGAP, hein, où tout le monde prend sa petite marge, bah, ils sont venus, ils ont pris leur petite marge, mais d'un autre côté, on a pu travailler avec un canal sécurisé, donc nos élus étaient plutôt confiants. On a quand même la sécurité Orange, entre guillemets, et derrière, on a quand même un acteur avec lequel on échange en direct, parce que Orange, une fois que le deal est fait, entre guillemets, une fois qu'on a passé la commande, ben, il s'efface et on est en échange direct avec Ecoder. Et donc, ben, nous, on y trouve notre compte. Voilà, c'est comme ça qu'on a fait. Donc, la première commande, on l'avait fait, c'était une sorte de prototype, donc c'était une commande en direct chez Ecoder. Et puis, sur la deuxième, on est passé par le CIPEREC. Donc, je suis désolé, j'ai pas de DCE à vous donner sur de CCTP. J'ai pas ça. Donc, appel aux participants, si vous avez un DCE, un CTP à nous partager sur le sujet d'achat d'informatique responsable, que ce soit de l'insertion, du reconditionné en insertion ou pas, nous sommes preneurs et nous partagerons aux participants via le groupe rapide. On a une question dans le chat sur le sourcing. On a déjà évoqué Ecoder, TAE, j'ai mis le lien dans le chat, je vais mettre le lien pour Ecoder. Et ouais. Vous m'aviez mentionné aussi une filiale de SCC qui s'appelle Recycléa qui vient d'être présentée. D'accord. Et je crois que c'est bon sur les questions. Il y avait une question sur l'accès au logiciel libre oui. et d'autres mentions. On arrive malheureusement à la fin de ce webinaire. Un grand merci, Monsieur Eveillou, pour votre participation. Merci à vous. Un grand merci. Le webinaire sera disponible en rediffusion. Avant de vous quitter, je voulais simplement faire un petit point sur les groupes, les prochaines étapes. Nous finissons aujourd'hui donc notre session dédiée à la famille d'achat informatique et téléphonie. La prochaine famille d'achat abordée sera celle aux emballages, avec, comme d'habitude, méthodologie, puis retour d'expérience 3 semaines plus tard. Et on vous retrouvera à la rentrée pour famille d'achat puériculture, donc couches et jouets, jeux et jouets. Et la dernière famille d'achat étudiée cette année sera consacrée aux biodéchets. On voulait vous redonner un petit mot aussi. Donc, les conseils minutes sont toujours ouverts. Ce sont une heure de présence tous les vendredis de 10h à 11h, à laquelle vous pouvez accéder via le lien qu'on va poster dans le chat et qui est réservé aux agents élus des communes et territoires de la métropole, aux acheteurs responsables des canaux et aux collaborateurs des structures adhérentes INEC et OPSAR. Si vous avez la moindre question sur les conseils minutes, je suis à votre disposition. Sur les groupes de travail, on n'a pas encore eu l'occasion d'en organiser, mais pour rappel, c'est pour ceux d'entre vous qui ont fait le programme accélération l'année dernière, c'est le programme accélération en présentiel en 3 heures. C'est-à-dire qu'en 3 heures, vous allez complètement pré-rédiger votre marché. On va re-questionner, on va redéfinir le besoin s'il y a besoin, vous accompagner sur le sourcing, la rédaction des documents, le CTP, l'intégration des clauses, sur le choix des critères. Donc en 3 heures, vous aurez votre marché pré-rédigé selon les principes de l'économie circulaire et solidaire. À nouveau, ces groupes de travail sont réservés au même public que précédemment, Métropole du Grand Paris, à INEC, OPSAR, Cano. Et c'est gratuit pour ces personnes-là. Donc, n'hésitez pas à nous contacter via le petit formulaire que je viens de poster ou par email directement pour qu'on puisse caler la prochaine date qui aura lieu la deuxième quinzaine de juin. Un grand merci à tous, un grand merci à nos intervenants et un grand merci à tous les participants. Je vous souhaite une bonne fin de journée.